Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver sous la chaleur, puisque c'était en effet une période caniculaire cette semaine, notamment dans la capitale où nous tournons ces émissions. Alors merci d'abord beaucoup d'avoir été, je le redis, aussi fidèles cet été, puisque on a vraiment dépassé les scores d'audience. La chaîne, je le rappelle, a dépassé les 200 000 abonnés juste avant l'été. Puis on en arrive presque à la 100e émission. Donc il fallait fêter cela comme il se doit. Donc merci à vous de votre soutien, aussi bien votre soutien en nombre, d'être toujours plus nombreux chaque semaine à nous suivre, mais aussi à vous, les abonnés à la plateforme Player et à notre chaîne Les Incorrectibles Plus. C'est grâce à vous que nous pouvons donc poursuivre la production de ces émissions, à votre soutien financier que nous le devons. Alors, pour cette nouvelle émission, c'est un plaisir de recevoir un invité qui était déjà venu dans les tout débuts de cette chaîne YouTube qui, donc je le redis, va bientôt atteindre les 100 émissions au compteur. C'était dans un autre décor au tout début de cette aventure. On est ravis de le recevoir à nouveau. Cher Jean Messia, bonsoir. Bonsoir. Alors, on ne vous présente plus, depuis cette époque. Les choses ont bien changé puisque vous étiez alors un soutien, si je ne me trompe, d'Éric Zemmour et que vous m'aviez confié à l'époque penser à Beauvau, au ministère de l'Intérieur, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, on ne va pas revenir sur votre parcours puisqu'on l'avait fait dans la précédente émission. On va, si vous le voulez bien, commencer par votre actualité la plus brûlante. Je pense bien évidemment aux événements qui ont eu lieu autour du décès de Nahel et des émeutes qui ont suivi. Alors avant de revenir sur l'analyse de ces émeutes, j'aimerais qu'on revienne à votre rôle qui a fait grand bruit. Vous êtes en effet à l'origine de la cagnotte de soutien à la famille du policier ayant tué le jeune Nahel. D'abord, pourquoi vous aviez monté cette cagnotte? Est-ce que vous pouvez bien le rappeler pour que les choses soient claires? Écoutez, j'ai été un petit peu surpris de voir un espèce d'élan de solidarité autour de la famille de Nahel. Bon, certes, il y avait un drame, certes, il y a eu la mort d'un jeune, certes, je comprends parfaitement que les gens puissent s'en émouvoir, mais par comparaison, j'ai trouvé ça un peu bizarre que personne ne s'émeuve finalement sur la famille de ce policier qui a été impliqué dans la mort de Nahel, mais dans l'exercice de ses fonctions, et dont on ne sait pas, encore à l'heure où l'on parle, s'il a fauté ou non, puisqu'il est présumé innocent. Donc moi, si vous voulez, j'ai entendu que la famille de Florian, donc le policier, sa femme et son enfant en bas âge, ont été obligés de déménager parce qu'ils ont reçu des menaces de mort. Vous savez que quand un policier est mis en cause dans de pareilles conditions, son traitement est suspendu. Donc la famille, non seulement se voit suspendre le traitement du père de famille, est obligée de quitter son domicile pour aller à l'hôtel, puis redéménager de nouveau parce qu'en fait leur adresse a été dénoncée sur les réseaux sociaux. Donc j'ai trouvé quand même que pour quoi qu'on en dise, quelqu'un qui sert la République, qui a l'uniforme de la République, qui quand même a eu maille à partir avec quelqu'un qui est très loin d'être un petit ange parti trop tôt puisque son pédigré a ensuite été dévoilé par le procureur de la République, j'ai trouvé que c'était quand même fort de café, si vous voulez, de soutenir finalement la trajectoire d'un délinquant et de ne pas être derrière la famille d'un policier qui a pensé faire son travail au moment où il l'a fait. Et donc, spontanément, c'est parti vraiment d'un élan du cœur, d'une spontanéité. J'ai dit, on va monter une cagnotte pour aider cette famille. Enfin, voilà, vous étiez conscient quand même du scandale que vous alliez immanquablement susciter, non? Mais d'abord, j'en étais pas conscient et a posteriori, scandale auprès de qui? Qui a été choqué par la cagnotte montée en faveur de la famille de policiers? Sinon, les médias convenus et convenables, l'extrême gauche, toute la diversité et la racaille, et encore pas toutes, mais en tout cas il y a une proportion non négligeable d'entre elles, mais les Français et le succès de la cagnotte le prouvent ô combien. On est quand même sur une cagnotte historique. Alors on rappelle les montants. 1,632 millions d'euros atteints en 4 jours. En 4 jours, 100 000 donateurs. Donc moi, quand on me dit que la cagnotte a choqué, oui, elle a choqué France Inter, France Info, France Télévisions, Mélenchon et la France Insoumise, la NUPES. Ah oui, là, ils étaient en état de choc thermique, si vous voulez. Mais pour le reste, la plupart des Français, et je vais vous dire quelque chose, dans les donateurs, j'ai reçu des courriers, mais qui vous donneraient la larme à l'œil,
de gens qui ont donné 2 euros, 3 euros, des petits retraités qui ont dit nous n'avons pas les moyens de donner davantage, mais on se devait d'être là pour montrer que la France est derrière sa police, que la France est derrière les forces de l'ordre. Donc, si vous voulez, il faut voir dans cette cagnotte, mais on en reparlera, au-delà d'un simple geste financier, de secours financier à une famille de policiers éprouvés, il faut y voir un véritable symbole politique. Le but de cette cagnotte, il était bien d'aider la famille et non le policier, si je comprends bien. Bien sûr. Vous nous garantissez ici, donc c'était le cas, et que l'argent a bien été donné à la famille. Ah bah alors je le garantis évidemment, mais je n'ai plus à le garantir puisque vos confrères, en quelque sorte, vous ont précédé puisqu'ils ont enquêté auprès de la cagnotte, de la plateforme GoFundMe, et ils ont bien pu vérifier que l'argent a été intégralement versé à la famille du policier. De toute façon, il ne pouvait pas en être autrement parce que de la minute où on a ouvert la cagnotte, la plateforme GoFundMe a demandé la pièce d'identité du bénéficiaire et le relevé d'identité bancaire du bénéficiaire. Donc en fait, l'argent, il n'y a pas d'intermédiaire si vous voulez. Ça part de la cagnotte vers le compte du bénéficiaire et le bénéficiaire, c'était l'épouse du policier. Donc il n'y a pas à tergiverser. Mais c'est vous qui avez organisé cette cagnotte, c'était vous qui étiez destinataire des courriers, ou des petits mots dont vous parliez Oui, j'ai eu des courriers, je pense que les gens se sont adressés à moi parce que naturellement, il y a quand même, et fort heureusement, un anonymat qui doit entourer le policier et sa famille. Donc voilà, indépendamment, si vous voulez, du volet financier que la famille a reçu, je leur ai aussi évidemment transmis tous les messages de soutien qui leur avaient été envoyés par mon intermédiaire pour les soutenir et les encourager et être derrière eux dans cette épreuve. On rappelle, pour être parfaitement clair, qu'il est illégal en France de payer une amende ou des dommages et intérêts avec une cagnotte. Vous trouvez que cette interdiction, elle est justifiée ? Je n'ai pas à en juger, mais je ne suis pas là-dedans, moi. Moi, ce n'est pas du tout pour ça. Le soutien à la famille, c'est pour compenser les pertes de traitement, pour compenser certainement une carrière qui va s'arrêter. Parce que quand vous pensez que presque... Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent de récupération ? Je récupérerai quoi au juste ? De la médiatisation, de la notoriété. Je suis déjà médiatisé, je suis déjà connu. Et j'ai la faiblesse de croire que je suis un minimum populaire. J'ai récupéré quoi ? Vous ne comprenez pas quand même que ça ait pu, honnêtement, Jean Messia, choquer une partie de l'opinion publique quand même, cette initiative que vous avez ? Oui, ça choque toutes les haines agglutinées et agglomérées de la France, ouais. Ce policier, il est innocent à vos yeux ? Ce policier est présumé innocent. Ce policier a été impliqué dans l'exercice de ses fonctions. Moi, si vous voulez, spontanément, je ne suis pas juge. Et je peux vous dire que j'ai eu un certain nombre de médias arabes après cette histoire, dont beaucoup ne comprenaient pas le tollé qui avait été fait autour de cette histoire. L'histoire, c'est quoi ? C'est un jeune qui a 17 ans, qui conduit sans permis, dans une voiture qui vaut 95 000 €. Je ne sais pas vous, mais moi, à 17 ans, je ne conduisais pas un bolide de cette valeur. Et quelqu'un qui ne travaille pas puisqu'il est censé être à l'école. Bon. Il refuse d'obtempérer une fois à la police, 2 fois à la police. La police le course, elle l'arrête. Un policier est obligé de le braquer au vu de ses résistances antérieures. Vous et moi, et toute personne normalement constituée dans une pareille situation, elle fait quoi ? Elle coupe le moteur et elle descend. Elle n'appuie pas sur l'accélérateur. Et elle ne tente même pas de discuter ou encore moins de faire de la résistance. Donc moi, je ne sais pas, in fine, ce que la justice décidera. Mais les gros traits du portrait qui sont brossés là, il n'y a rien qui me scandalise dans l'attitude du policier. D'ailleurs, vous avez vu que quand la police ne neutralise pas des personnes par tous les moyens à leur disposition qui refusent d'obtempérer, on a des drames, mais ce ne sont pas les crapules qui sont au volant. Ce sont des innocents. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 jours, quelqu'un qui a refusé d'obtempérer, la police ne lui a pas tiré dessus, parce que vous comprenez qu'après de tels événements, les policiers sont inhibés à exercer leur travail. Le type, pas de permis, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et psychotropique, conduisant comme un malade en pleine ville. À 3h30 du matin, il fauche un innocent qui traversait sur le passage piéton. Qui s'est enflammé pour cet innocent qui est mort ? Qui s'en est même trouvé mari de cette mort d'innocent ? Personne. Alors, est-ce que vous comprenez, vous, un pays qui s'enflamme pour quelqu'un qui a une trajectoire de délinquant et qui refuse de s'arrêter quand la police lui dit, mais qui ne s'émeut pas de la mort d'innocent parce que la police a estimé qu'il ne fallait pas lui tirer dessus ? Quel pays au monde aurait cette espèce d'inversion des valeurs et cette espèce d'hémiplégie dans la réaction ? On est chez les dingues. Donc il faut arrêter avec ça, il faut remettre l'église au milieu du village
Et moi, je suis là pour la remettre au milieu du village. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux, justement, qui vous accusent de défendre l'indéfendable? Non, je défends le défendable. Ce sont eux qui défendent l'indéfendable. Quand on défend la délinquance, la criminalité, quand des quartiers entiers sont capables de s'enflammer. Attendez, vous avez le petit Fayed, vous vous rappelez de cet enfant de 10 ans qui rentrait avec son père d'une fête à 2 h du matin à Nîmes et qu'il est pris dans le feu d'un règlement de compte entre trafiquants de drogue. Le gamin se prend 2 balles dans le dos, il a 10 ans. Son père démarre la voiture, il se fait traîner par la voiture. Il est mort dans d'atroces circonstances. 10 ans. Est-ce que le quartier s'est enflammé contre les trafiquants de drogue? Est-ce qu'on a eu une insurrection en France de ces mêmes quartiers, puisqu'on dit que ce sont ces mêmes quartiers qui souffrent du trafic. Ce sont ces mêmes quartiers qui pâtissent de l'insécurité et de la violence et des règlements de compte. C'était l'occasion pour ces quartiers de se lever en masse et de faire des insurrections, non pas en brûlant des mairies et des écoles, mais en allant chercher les trafiquants de drogue. Qu'est-ce que peut faire un trafiquant de drogue quand il voit débarquer 10 000 personnes chez lui? Il va tuer qui? Il n'y a rien eu. Il y a eu une marche blanche en l'honneur de Fayed. Rendez-vous compte, le petit Fayed, un enfant qui meurt, qui était innocent, lui, un vrai ange parti trop tôt. Marche blanche, il y a eu 40 personnes. 40 personnes. Pour Naël, le délinquant multirécidiviste qui a un nombre de mentions au fichier des antécédents judiciaires long comme le bras, la France entière s'est soulevée. Mais qu'est-ce que c'est que cette solidarité ethnique et raciale qui va défendre des profils comme ça et qui n'est pas là pour soutenir un gamin qui n'a rien fait à personne et qui se fait tirer dessus? Et c'est moi qui devrais être choqué? Non, mais vous plaisantez. Non, mais quand même, avec un petit peu de recul, est-ce que vous ne comprenez pas que vous ayez pu choquer, par exemple, les proches de Naël, la famille de Naël, qui a d'ailleurs porté plainte contre vous, si je ne me trompe pas, à la suite du lancement de cette cagnotte. Mais attendez, moi, lorsque j'ai pris ces initiatives, c'était pas contre quelqu'un. C'était pas contre la famille de Naël. Comprenez bien que ça puisse choquer quand même quelques personnes, non? Ben, je ne sais pas, moi je trouve ça incroyable. Vous auriez un enfant qui décède dans de telles circonstances et vous auriez une cagnotte qui se crée pour éventuellement soutenir, en cas de condamnation, la personne qui a tué votre enfant. C'est pas ça. Vous réagiriez de la même façon? Vous avez mal formulé la question. C'est pas soutenir quelqu'un en cas de condamnation, c'est soutenir sa famille. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire, vous, que c'est notre époque qui est prompte à s'enflammer, à s'émouvoir et à avoir la larme à l'œil pour tout et n'importe quoi, a subitement un cœur de pierre quand il s'agit de la famille d'un flic? C'est bizarre quand même. Pourquoi est-ce que les familles de policiers et les policiers de manière générale devraient être en dehors du champ de l'émotion? C'est dingue. Pardon, Jean Messia, mais bon, puisqu'il faut être quand même précis, je reviens donc à cette plainte que la famille Naël a portée contre vous pour, je cite, escroquerie en bande organisée, recel d'escroquerie en bande organisée, détournement de finalité d'un traitement de données à caractère personnel et recel de détournement de finalité d'un traitement de données à caractère personnel, et a dénoncé, je cite, des manœuvres frauduleuses et des, je cite là encore, mensonges de votre part visant à, là encore je cite, tromper les donateurs pour récolter des fonds. Comment réagissez-vous à ces accusations? Est-ce qu'elles sont quand même graves? Ah ben il en manque. Il aurait fallu qu'il rajoute chef d'accusation de crime contre l'humanité, pourquoi pas, qu'on y aille. C'est tout. Non, mais sur le papier, vous risquez gros, puisque la plainte, elle est étudiée. Non, oui, mais ça, elle est étudiée pas pour des motifs juridiques, vous avez bien compris. C'est que le parquet a accepté une plainte sur des fondements parfaitement fallacieux. Des motifs quoi, politiques, d'après vous? Attendez, prenons un par un les chefs d'accusation. Escroquerie en bande organisée, j'ai escroqué qui? Qui ai-je escroqué? Parce que, à lire ce qu'on voit, ce seraient les donateurs. Pourquoi je vous ai lancé des chefs d'accusation gravissimes comme crime contre l'humanité? Parce que, en fait, ils comptent sur l'effet d'annonce. Les gens ne cherchent pas derrière si c'est cohérent ou pas cohérent, si c'est logique ou pas logique. Ils prennent et disent c'est ça. Mais si on réfléchit un instant, vous êtes un journaliste, vous avez fait de l'investigation, là ça ne nécessite pas un grand effort. Escroquerie en bande organisée, je répète la question, j'ai escroqué qui? On vous reprocherait d'avoir escroqué des donateurs. Pourquoi les donateurs n'ont pas porté plainte? Est-ce que les donateurs ont donné procuration à la famille de Naël ou à son avocat pour porter plainte parce qu'ils se seraient fait escroquer? Moi, j'ai l'impression que les donateurs, justement, ils vont porter plainte massivement contre la famille de Naël
parce que la famille de Naël les a diffamés. Au nom de quoi est-ce qu'on traite les gens? D'abord, moi, j'ai porté plainte pour diffamation, parce que moi, je n'ai escroqué personne. Et là, vous n'avez pas de nouvelles de suite à cette plainte? Justement, c'est bien ça, c'est pour ça. Alors, merci de me donner l'occasion de l'expliquer. C'est bien pour ça que je vous dis que le parquet n'a pas été juridique en l'espèce, il a été politique. C'est-à-dire qu'on était en pleine insurrection que personne n'arrivait à arrêter, et certainement pas le gouvernement. Et donc le parquet, en plus de la déclaration, dans la droite file, on va dire, de la déclaration d'Emmanuel Macron, qui a affirmé, alors qu'aucune enquête n'avait même été initiée, que le crime, ou le geste, pardon, il a dit le geste de ce policier était inexcusable. Donc en fait, le parquet a ouvert droit à la requête de la famille de Naël, pareil, dans la droite file, dans le cadre d'une politique d'apaisement. Mais le problème, c'est que ni la parole d'Emmanuel Macron et les gestes d'apaisement du gouvernement, et encore moins le geste d'apaisement du parquet, n'ont conduit à rien. Parce que l'apaisement, si vous voulez, il n'a pas changé depuis Munich. Quand on croit apaiser des hordes d'ennemis de la France et d'ennemis de notre République et de nos valeurs en leur donnant ce qu'ils veulent, en général, ça ne les calme pas. Au contraire, ça les rassérène et ça les renforce et ça les revigore. Bon. Moi, j'ai porté plainte contre la famille de Naël, parce que je devais me défendre. Encore une fois, moi, je n'avais rien contre la famille de Naël au départ, et quand j'ai... C'est en miroir de la plainte que vous avez reçue que vous avez porté plainte. Vous n'auriez pas porté plainte contre cette famille si elle n'avait pas porté plainte, c'est ça que vous voulez dire. Non, mais excusez-moi, mais la famille de Naël, moi, j'ai beaucoup de respect pour elle, mais je veux dire, la famille de Naël, quand son gosse à 17 ans plonge dans ce qu'il a plongé et dont on connaît un petit peu l'historique, au fichier des antécédents judiciaires. Et oui, mais pardon, Jean Messia, justement, alors c'est là, ça pose une question de fond, parce que est-ce que le fait qu'une personne aurait justement des antécédents judiciaires, est-ce que ça rendrait forcément sa mort dans toutes les circonstances moins injuste? Non, pas du tout, c'est pas ce que je dis. Je dis que dans tout pays normalement constitué, la loi est représentée par une force. Ça s'appelle les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre revêtent un uniforme qui montre leur unité. Enfin, il ne méritait pas de mourir, ce jeune, c'est ça que... Il méritait pas mais attendez, il ne méritait pas de mourir. Mais objectivement, lorsqu'un policier ou un gendarme vous demande de vous arrêter, vous vous arrêtez, bon Dieu. Vous ne pouvez pas refuser d'obéir à la police, dont on sait que c'est la force armée, défier en quelque sorte l'ordre républicain, et je m'étonne d'ailleurs que les turiféraires de l'état de droit n'ont rien à dire quand le droit et l'État se font bafouer par des crapules qui refusent d'obtempérer devant les représentants de la loi. Quand vous refusez d'obtempérer et que vous n'obéissez pas aux forces de l'ordre, excusez-moi, vous mettez le doigt dans un engrenage qui peut effectivement être fatal. Je veux dire, vous et moi, pardonnez-moi, nous n'aurions jamais connu le sort de Naël. Pourquoi? Parce que quand on fait une connerie, on s'arrête. On ne cherche pas à fuir. C'est comme ça. Alors ça ne justifie pas sa mort. Mais pourquoi prendre le risque, sachant que ça peut aboutir à ces drames, pourquoi prendre le risque de défier l'autorité, de défier l'État, de défier les forces de l'ordre? Il faut bien à un moment qu'il y ait des exemples, si vous voulez, des modes qu'on érige, oui, des symboles. Donc si je vous résume, le fait qu'il ait eu des antécédents judiciaires, ça pourrait justifier en tout cas un peu, selon vous, qu'on atténue la sanction à l'encontre du policier, si sanction il doit y avoir. Pas le fait qu'il ait des antécédents judiciaires, le fait qu'il ait refusé d'obtempérer au moment où la police lui a demandé d'obtempérer. Ce ne serait pas rétablir la peine de mort, ça, si on va jusqu'au bout? Non, ça serait rétablir l'autorité de l'État en montrant et en expliquant et en affichant à la terre entière que désormais, l'État ne se couchera plus, que l'État ne se laissera plus faire, et que si vous défiez l'ordre républicain, que si vous défiez la France et ses représentants, ben vous risquez jusqu'à la mort, oui. Mais qui l'aura décidé, ça? Excusez-moi, je vous posais une question entre nous. Si Naël avait coupé son moteur et qu'il est descendu de la voiture, est-ce que le policier aurait tiré? Bien sûr que non. Donc arrêtez. Plus largement d'ailleurs, je vous parlais de la peine de mort. Vous êtes, vous à titre personnel, pour le rétablissement de la peine de mort? Moi, je suis pour le rétablissement de la peine de mort dans certains cas très graves, meurtres d'enfants par exemple, ou des meurtres absolument atroces suite à des tortures, etc. Dans des cas exorbitants, oui, la peine de mort est nécessaire. Parce que je pense que plus globalement, bon, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais plus globalement, je pense que la suppression de la peine capitale, on appelait la peine capitale, a entraîné, combiné à un mouvement idéologique post-68 art, a entraîné l'effondrement
non seulement de toutes les autres peines, et surtout leur application. Donc la peine de mort était la peine capitale au sens d'une espèce de clé de voûte qui maintenait un petit peu tout le système pénal, si vous voulez. Donc moi, je ne suis pas pour la rétablir de manière systématique, mais il y a effectivement, par exemple, pour les fournirets, les mares du trou, je veux dire, ça choque personne qu'on réclame la peine de mort pour ces ordures. Bon, en tout cas, on le redit, une enquête a été ouverte dans cette affaire. Comment vous comptez y faire face, d'ailleurs, à cette enquête? Je vous le disais, bizarrement, moi j'ai porté plainte donc, contre la famille de Naël pour diffamation, et ça fait plus d'un mois maintenant, et le parquet ne m'a toujours pas répondu, probablement que je ne rentre pas dans la politique de l'apaisement, donc évidemment, là il fait la sourde oreille. Donc moi, j'étais un peu scandalisé, parce qu'on m'a toujours expliqué que la justice était neutre, que la justice était impartiale, que la justice était là pour dire le droit, et non pas juger la société et son contexte. Et je constate qu'en fait, vous avez un certain nombre de juges idéologisés qui sont là pour faire de la politique et pas pour faire du droit. Vous parlez d'apaisement. Vous l'êtes apaisé, vous, Jean Messia. Je rappelle quand même que vous pourriez encourir, si on lit bien les textes, jusqu'à 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Ça vous inquiète pas, ça? Pas du tout. Ces affaires, ça vous inquiète pas? C'est des effets d'annonce, ça. La prison, non, ça vous... Non. Pourquoi ça m'inquiéterait? J'ai rien fait de mal. Je serais inquiet si j'avais fait quelque chose de mal. Je serais inquiet si j'avais commis un crime. Justement, est-ce que la politique... politique... Vous vous rendez compte? Attendez, donc on va mettre en prison quelqu'un comme moi, alors que j'ai servi l'État pendant des années, que je n'ai jamais eu maille à partir avec la justice dans des affaires de crime. Vous seriez un martyr politique? Donc moi, on va me mettre en prison, mais Oumar Ndiaye, qui avait violé sa petite sœur et qui a torturé et violé Mégane à Cherbourg, qui avait été laissé libre par la justice, ça, vous ne voyez pas d'inconvénient. Enfin, vous ne voyez pas le deux poids, deux mesures. Donc la justice va s'exciter sur un profil comme le mien, pensant que moi, je représente, moi, Jean Messia, un danger pour la société, alors qu'elle laisse libre chaque jour des dizaines de crapules, soit parce qu'ils sont trop jeunes, soit parce qu'on dit que la prison est l'école du crime, donc on ne les envoie pas. Enfin, toutes les excuses sont là, possibles et imaginables, pour les écarter. Alors là, si c'est ça, en plus de cette différence de traitement entre la plainte de la famille de Naël et la mienne, ça signerait que notre justice est au service du pouvoir. Et que donc, moi, je ne la reconnaîtrais pas à ce moment-là. Vous craignez un procès politique avec la justice? Mais il y en a tous les jours des procès politiques. Vous croyez quoi? Bien sûr qu'il y a certains magistrats, on parle de 35% de juges, de magistrats qui appartiennent au syndicat de la magistrature. Lisez la charte constitutive du syndicat de la magistrature. C'est effrayant. Ces gens-là ne sont pas là pour ils sont pas là pour juger des coupables, ils sont là pour juger la société. Donc moi je ne dis pas que tous les magistrats sont comme ça, mais il y a effectivement une proportion non négligeable de magistrats qui sont là pour faire vivre leur lubie idéologique et non pas pour avoir un traitement neutre et impartial et une lecture neutre et impartiale du droit. Or, les Français attendent ça de leur justice. Vous savez, quand les Français, dans divers sondages, un nombre incalculable de sondages, disent que dans leur très grande majorité, ils ne font pas confiance à la justice, entre 60 et 70% des Français ne font plus confiance à la justice, alors que vous trouvez des pourcentages plus élevés de confiance en la police et en la gendarmerie, à un moment, il faut aussi que les magistrats et les instances de la justice fassent une introspection pour savoir pourquoi, alors même que, je vous le rappelle, la justice, en tout cas les magistrats rendent la justice au nom de qui? Ils rendent la justice au nom du peuple français. Or, si le peuple français à 70% a une défiance vis-à-vis de la justice, vous comprenez le dysfonctionnement majeur et la crise majeure dans laquelle la justice est aujourd'hui? Justement, tout à l'heure, vous parliez de ce que vous auriez ou pas à gagner dans cette triste affaire. Certains, tout de même, vous accusent, Jean Messia, surtout de faire le buzz dans cette affaire. Qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que vous ne pensez pas, quand même, que vous êtes parfois un peu caricatural, si j'osais? Non. Et que ça peut... Je pense que vous pourrait peut-être desservir le combat que vous menez. Est-ce que vous n'avez pas peur, en tout cas? Mais en fait, je vais vous dire quelque chose. Je pense que nous sommes arrivés à un tel niveau de brouille de ce qui est bon, pas bon, de ce qui est vrai, de ce qui est faux, etc. Nous sommes arrivés à un tel degré de relativisme où tout se vaut, tout est compréhensible, il n'y a rien d'anormal, rien de choquant. Eh bien, effectivement, le fait de remettre les choses à l'endroit et de les redessiner en forçant sur le trait pour faire apparaître les choses telles qu'elles sont
et non pas telles qu'elles apparaissent dans la moulinette idéologique permanente, ça vous vaut les accusations de caricature. Mais ce n'est pas caricaturer, c'est juste dire aux gens, montrer aux gens le chemin de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas. C'est Cagnotte, c'est vous qui en avez eu l'idée au départ, c'est pas quelqu'un qui vous l'a suggéré. C'est vous un matin, vous êtes réveillé en disant je vais lancer une cagnotte pour aider cette famille du policier. Exactement, et puisque vous me parlez de nouveau de la cagnotte, moi je vais vous dire, vous m'avez tout à l'heure posé la question de savoir si j'avais pas peur d'aller en prison, etc. Mais attendez, ce sont les forces de l'ordre qui ont peur aujourd'hui. Vous croyez quoi? Vous croyez que Florian, le policier qui a été impliqué dans la mort de Naël, avant qu'on en arrive là, vous ne croyez pas que lui avait peur? Vous croyez que c'est facile pour un flic de sortir son arme quand il est dans un environnement hostile? Vous avez vu le nombre de flics qui ont perdu la vie, qui ont été blessés, qui ont parfois très, très grièvement dans l'exercice de leur fonction? Les policiers et les gendarmes ont peur. Et ils ont d'autant plus peur qu'ils ne sont pas soutenus, ni par leur hiérarchie très souvent, ni par le monde médiatique, encore bien moins, ni par leur propre gouvernement, enfin, et par les partis politiques. Donc, si vous voulez, s'il y en a qui devraient avoir peur, c'est plutôt eux. Et c'est pour ça que moi, je suis là avec tous les Français pour essayer d'apporter une voix un peu contradictoire par rapport au son de cloche de violence policière, de tout le monde déteste la police. Non, tout le monde ne déteste pas la police. Tout le monde déteste les médias gauchistes, tout le monde déteste l'extrême gauche. Oui, ça oui, mais tout le monde ne déteste pas la police. 73% des Français aiment leur police et leur gendarmerie et leur font confiance. Mais sauf que ce pourcentage-là, il n'a pas de porte-voix. Personne ne le dit. Donc il faut bien qu'à un moment on le dise. Donc quand je le dis, on dit « Ah, il caricature ». Je ne caricature pas. Je redonne une voix à une réalité. Vous estimez être le seul à défendre la police en France? En tout cas, ces derniers mois, dernières semaines, oui. Enfin, je ne sais pas qui a pensé à la famille du policier au moment où il était pris dans cette tempête. Et qui y pense de manière générale? Elle vous est reconnaissante, cette famille du policier? Vous êtes resté en contact? Oui, je me suis entretenu à plusieurs reprises avec l'épouse de Florian. Et effectivement, ils ont été extrêmement touchés, extrêmement émus par ce geste inattendu. Et surtout extrêmement émus aussi par l'ampleur de la solidarité. Enfin, encore une fois, on est face à quelque chose d'historique. C'est quelque chose qui n'était jamais arrivé. Vous avez eu des marques d'affection, ça vous l'avez souligné, mais à l'inverse, des menaces, vous en avez reçu aussi? Ah bah bien sûr. Mais vous savez, quand on essaye de dire quelque chose publiquement, on est toujours sous les feux de la rampe et des critiques et des menaces. Mais moi, je crois que mon combat est juste. Vous savez, moi, j'avais pas d'ambition particulière ni sur le plan matériel, ni sur le plan professionnel. Moi, j'étais un haut fonctionnaire qui pouvait avoir une carrière dans la haute fonction publique. Mais, et je termine par là, malgré le confort professionnel et matériel dans lequel j'étais, je ne pouvais pas laisser le pays qui m'a accueilli il y a 40 ans et qui m'a donné tout ce que j'ai reçu par la suite, je ne pouvais pas l'abandonner à son sort en regardant mon petit nombril. J'ai décidé effectivement de me lancer dans le combat parce que je veux absolument, et je vais vous dire, excusez-moi, c'est quelque chose pour moi qui est profondément triste. Lorsque je vois la France, ce pays qui m'a accueilli il y a 40 ans et que j'ai connu, je souffre terriblement de le voir devenir ce qu'il devient. Mais je ne lâcherai jamais rien. Je veux que l'identité française que j'ai reçue, elle continue à vivre. Elle a vécu 1000 ans avant que j'arrive. Je veux qu'elle continue encore à vivre 1000 ans. Et c'est ça tout le sens de mon combat. Oui, on vous sent très ému. C'est assez incroyable d'ailleurs de se rendre compte que c'est vous qui êtes arrivé alors que vous n'êtes pas né en France. Vous vous sentez à ce point-là touché par ce qui se passe dans votre pays, dans notre pays? Oui, parce que moi, si vous voulez, je n'ai pas reçu la France en héritage. La France, ça a été l'identité française, la culture française. Elle a été chèrement et durement acquise. Vous savez, on se gargarise souvent du processus d'assimilation, mais ceux qui ont connu cette assimilation, c'est-à-dire toutes les vagues d'immigration antérieures aux années 80, ils vous diront que ce n'était pas quelque chose de facile. Ce n'est pas facile de quitter une identité pour une autre, de s'acculturer à un pays. Et bien sûr que le processus
C'est un processus qui est pénible, qui est difficile, qui était exigé par les élites françaises de l'époque. L'échange était très clair, même s'il était implicite. Fais ce que tu peux pour nous ressembler identitairement, et une fois que tu nous ressembleras identitairement, tu seras traité exactement comme l'un des fils de France. Fils de France, je n'étais pas. Fils de France, je suis devenu. Et fils de France, je veux continuer à être. Je ne m'attendais pas à ce moment, mais ça me permet de faire une digression. Lorsque vous avez subi les foudres de Yacine Bellatar, notamment sur votre physique, ce type d'attaque, même si vous en avez rigolé, ça ne vous a pas touché quand même? J'ai appris depuis que... Quand on vous traite de traite, justement. J'ai appris depuis que le chameau est un animal extrêmement résistant, capable de traverser des déserts entiers sans s'arrêter, sans manger et sans boire. Donc il va m'avoir sur le dos pendant très longtemps. Hein. Non, mais plus sérieusement, ça vous a blessé, ça vous a atteint ou finalement... Non, ça ne m'a pas atteint parce que si vous voulez, bon, moi de toute façon j'ai l'habitude et puis je suis quelqu'un qui sait rigoler de lui-même. Je me prends pas... Ceux qui ne savent pas rire d'eux-mêmes ont souvent une graine de con, ce qui n'est pas mon cas. Moi je sais rire de moi-même. Mais je n'ai pas envie de rire avec Yacine Bellatar, mais je lui retournais le compliment. C'est-à-dire que le problème de Yacine Bellatar, mais c'est pas lui, c'est son problème à lui, comme le problème des Rokhaya Diallo, des Médine, de toute cette immigration antinationale qui a été biberonnée par le système idéologique qui dirige la France depuis les années 80 et qui sont trimballés partout, sur tous les plateaux, sur tous les meetings. Mais vous vous rendez compte qu'un pays exhibe tout ce qui le déteste et tout ce qui le hait sur les plateaux, les mettent en scène, etc. Mais nous avons en France des immigrations extraordinaires, assimilées, des trajectoires de vie admirables. Pourquoi on ne les met pas sur les plateaux télé? Beaucoup plus. Pourquoi est-ce que ce système met en avant une immigration haineuse de la France? Pourquoi on ne les met pas plus sur les partis politiques aussi, pour aller jusque-là peut-être? Non, mais alors après, si vous voulez, ce système, le système idéologique qui nous dirige est proprement taré. Parce que Que vous n'avez pas subi le racisme, justement? Non. Quoi de plus efficace pour que la France déteste une immigration que par ailleurs ils veulent lui imposer que d'exhiber des immigrés qui détestent la France? Vous croyez que c'est comme ça qu'on va réussir à faire aimer l'immigration aux Français? En exhibant des gens qui leur crachent à la gueule et qui les traitent de tous les noms? C'est quand même incroyable. Si vous voulez, si le système était intelligent et qu'il voulait vraiment faire avaler la pilule migratoire massive aux Français, il exhiberait au contraire des immigrés parfaitement assimilés, même pour faire sa pub, pour dire regardez, l'immigration assimilée, elle est là. Mais ils ne supportent pas d'entendre dire du bien de la France. C'est maladif chez eux. Ce sont des gens qui ont une haine viscérale de notre pays. Dis-moi quelle immigration tu exhibes et je te dirai quel est l'amour de ton pays. Ils exhibent une immigration haineuse de la France et donc c'est le reflet de leur propre haine viscérale pour la France. Voilà la vérité. Comprenez? Il n'y a pas une part de non-dit aussi dans vos départs du RN et de Reconquête, honnêtement, Jean Messia? On n'a jamais trop compris pourquoi à chaque fois vous quittez des mouvements pour aller vers d'autres mouvements. Il n'y a pas une part justement de quelque chose que vous ne dites pas? Non, vous savez, moi je suis quelqu'un de très authentique. Hein. Je vous avez le sentiment que vous étiez reconnu à votre juste valeur Je dans ne suis ces pas mouvements? quelqu'un de calculateur, hein. Je ne suis pas quelqu'un de sournois, et donc je fais les choses parce qu'elles me tiennent à cœur. Moi, vous savez, quand je suis arrivé au Rassemblement National, je n'étais pas quelqu'un qui était dans la rue, qui a vu de la lumière et qui a tapé à la porte pour essayer d'avoir une place. Non, parce que si je vous écoute, le Rassemblement National ou Reconquête aurait dû vous mettre plus en avant, justement. Alors, je vais y venir. D'abord, c'est pas les deux ne doivent pas être traités à la même enseigne, mais au Rassemblement National, moi, quand j'y suis arrivé, quand je suis arrivé, si vous voulez, sur la scène publique, j'avais 45 ans et j'étais cadre de la haute fonction publique. J'avais encore 20 années de carrière devant moi. Et je savais qu'en affichant publiquement mon soutien à Marine Le Pen, ma carrière dans la haute fonction publique était ratatinée. Non. Avec moi, il y avait plus d'une centaine de personnes, c'était du temps des Horaces, dont aucun n'a été candidat pour être porte-parole et pour pouvoir s'afficher, alors qu'ils étaient quasiment tous en fin de carrière. Hein. Donc moi, je n'ai pas fait ça par intérêt. C'est-à-dire, sur le coup, j'ai même perdu. J'ai rien gagné et j'ai tout perdu sur le coup.
Donc moi, je suis quelqu'un qui agit en fonction de ses convictions. Je ne calcule pas, je ne me dis pas « Ah, mais si je m'annonce, du coup, comment dirais-je, ma carrière dans la haute fonction publique va connaître un coup d'arrêt. » Je ne suis pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui fonce avec le cœur, avec les tripes, voilà. Et vous n'êtes pas déçu à l'arrivée parfois? Et donc, effectivement, après, moi, je suis arrivé comme coordinateur du projet présidentiel de Marine Le Pen en 2017. J'ai fait une très belle campagne électorale à cette époque-là. Bon, après, vous connaissez la suite. Il y a eu le débat de l'entre-deux tours. Il y a eu le score de Marine Le Pen de 33%. Ensuite, il y a eu la bataille des législatives. J'étais candidat dans la 4e de l'Aisne. J'ai perdu avec 44% des voix, ce qui n'est pas déshonorant pour une première. Et en fait, voilà, ma carrière aurait pu s'arrêter là, puisque le parti, le RN, ni Marine Le Pen, ni le Rassemblement national n'ont me proposé quoi que ce soit fin juin 2017. Vous le regrettez, ça? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis revenu, déjà, comme j'avais fait une belle campagne de terrain, j'ai été identifié par toutes les fédérations. Donc en septembre 2017, j'ai reçu, je sais pas, une centaine d'invitations à des barbecues de rentrée patriote, etc. Donc j'en ai fait plein. Et surtout, les médias continuaient à m'inviter, alors que je n'avais plus de titre. Au départ, on pouvait penser que les médias m'invitaient parce que j'avais un titre dans la campagne, ce qui était vrai. Mais après, tous les médias ont continué à m'inviter. CNews, BFM, LCI, France Info TV, les matinales des radios, etc. Et c'est parce que j'ai continué à labourer le terrain des fédés et que j'ai continué à avoir une aura médiatique que Marine Le Pen, en 2018, m'a proposé la place au bureau national et m'a proposé le titre de délégué national du parti. Donc, à chaque fois, si vous voulez, ça a été mes propres efforts et ce que j'ai fait. Aujourd'hui, si Jordan Bardella vous proposait de revenir au RN, vous iriez? Non. Ah bon? Non, parce que voilà, j'ai fait maintenant 2 campagnes présidentielles. Alors, effectivement, pour aller jusqu'au bout de la réponse, c'est que quand je me suis engagé, Marine Le Pen m'avait promis un certain nombre de choses, notamment en 2018. Les promesses n'ont pas été tenues, donc j'ai estimé qu'au vu du travail que je fournissais et au vu des promesses qui m'avaient été tenues... Donc Marine Le Pen ne tient pas ses promesses, d'après ce que En tout cas, avec moi, elle ne les a pas tenues. J'en ai tiré les conclusions. Vous n'avez pas eu l'occasion de vous en expliquer avec elle? Si, quelques fois, mais bon, vous savez, après, comme disait un homme politique, les promesses n'engagent que ceux qui les entendent. Hein. Je pensais qu'au RN, c'était différent, mais de ce côté-là, c'est pareil. Bon, en tout cas, une chose est sûre, vous m'avez tendu la perche tout à l'heure en parlant du monde médiatique et puis justement de votre parcours de haut fonctionnaire. Vous ne vous êtes pas mis le monde politique et médiatique dans la poche avec cette affaire de cagnotte de Naël, j'y reviens un instant. C'est même le contraire, vous avez vu les comportements, je suppose, changer à votre égard depuis ces événements, je ne me trompe pas? Oui, non, pas tellement. Pas tant que ça? Non. Bon. Parce que quelques jours avant cette affaire, il faut être exhaustif, vous aviez fait l'objet d'attaques de la part du site Mediapart. Alors, selon Mediapart, vous aviez, je cite, cumulé près de 50 salaires du ministère des Armées depuis votre engagement politique en 2017, dont vous parliez, pour un emploi dont personne n'est en mesure de décrire le contenu. On aborde tous les sujets, Jean Messia, sans aucune censure, c'est le propre de cette émission. Qu'est-ce que vous répondez à Mediapart? Dont personne n'est capable de dire le contenu, dont Mediapart n'est pas capable de dire le contenu. On est au ministère des Armées, je vous le rappelle, donc c'est pas un ministère qui communique particulièrement sur les trajectoires professionnelles de ses agents, ça vous a pas échappé. Non, je crois que c'est un acte purement malveillant. D'ailleurs, j'ai porté plainte pour diffamation. Et je peux vous dire qu'au vu des premières preuves que j'ai reçues, enfin leurs preuves à eux, sur la base desquelles ils ont écrit l'article, il n'y a absolument rien. Donc ils ont pris un risque inconsidéré et j'espère être le premier à faire condamner Mediapart pour diffamation. Mais rendez-vous très prochainement. Oui, vous ne pouvez pas nous expliquer du tout pourquoi vous êtes payé? Mais écoutez, par la fonction publique. J'ai été fonctionnaire du ministère des Armées, j'ai travaillé au ministère des Armées, je n'ai cumulé aucun salaire d'abord. Vous ne pouvez pas nous dire ce que vous faisiez au ministère des Armées? J'étais à la sous-direction du pilotage opérationnel au secrétaire général pour l'administration, j'étais adjoint au sous-directeur, j'avais 4 chefs de bureau que je gérais, chaque bureau comportait à peu près 3 ou 4 personnes en fonction, donc je gérais une équipe d'à peu près 25 personnes. J'ai les témoignages de collègues avec qui j'ai travaillé, qui les ont écrits, qui me les ont envoyés. J'ai tout ce qu'il faut pour démontrer que j'avais un vrai travail qui correspondait à un vrai salaire. Voilà, puis bon, Mediapart, si vous voulez, ils font pas du journalisme comme tout le monde, si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, quand j'ai porté plainte pour diffamation... Qu'est-ce que vous voulez dire, justement?
Ils sont dans une démarche politique. Militante. Et puis ils se la jouent commissaire politique. Ils se sentent investis d'une mission d'envoyer dans des goulags médiatiques les personnalités dont les têtes ne leur reviennent pas. Donc voilà, donc on va bien voir. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand ils sont capables, comme preuve, d'envoyer des coupures de journaux ou d'envoyer le mail d'un syndicaliste qui dit « je suis passé devant son bureau, il n'y avait personne, donc il ne bosse pas », excusez-moi, on a vu quand même des enquêtes un peu plus sérieuses de la part de Mediapart. Mais ça pose peut-être une question, au-delà évidemment de l'article de Mediapart. Les liens entre haute fonction publique et politique, est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu malsain quand même? Écoutez, c'est normal. Je suis l'un de ceux qui ont été le moins là-dedans. Est-ce que Mediapart aurait écrit un papier si j'avais, par exemple, soutenu la France Insoumise? Ou si j'avais été chroniqueur sur France Inter? Vous comprenez? Donc la question n'est pas... Il y a toujours eu un rapport très étroit entre la haute fonction publique et la politique. Les statuts le prévoient, tout ça est réglementé et réglementaire. Il n'y a absolument rien à dire. Quelqu'un qui est haut fonctionnaire, qui prend une disponibilité pour aller soutenir un candidat de gauche, de droite, du centre, c'est quelque chose qui se fait depuis 50 ans. À l'Assemblée nationale, vous avez énormément de députés qui sont des hauts fonctionnaires en détachement. C'est quelque chose qui fait partie de notre vie politique. Les passerelles sont prévues, elles sont juridiques, elles sont possibles, il n'y a rien à dire à ça. Alors il y a certains qui subitement trouvent ça scandaleux quand le haut fonctionnaire va soutenir un parti qui n'a pas l'heure de lui plaire, mais la loi est la même pour tous, les pratiques administratives sont les mêmes pour tous. Donc il n'y a rien à dire de ce côté-là. Si demain le règlement change et qu'on interdit à des fonctionnaires d'avoir des mises en disponibilité ou des détachements pour aller exercer des mandats électifs ou soutenir des candidats, qu'on l'interdise. Mais pour l'instant, c'est autorisé. De quoi vous vivez aujourd'hui, Jean Messia? Moi, aujourd'hui, je suis en disponibilité depuis plusieurs années de la haute fonction publique et je suis devenu intervenant média. Je suis chroniqueur. Et c'est votre seule source de revenus, c'est ça? C'est ma seule source de revenus. Et voilà, si vous voulez, moi, au départ, le monde médiatique, je ne le connaissais pas. Je n'ai fait aucune séance de média training de ma vie. J'ai jamais eu le moindre conseil de professionnel, j'ai jamais suivi une formation pour passer à la télé. J'ai appris dans le bain, si vous voulez. Et c'est un monde que je ne connaissais pas, puisque, je vais vous dire, j'ai commencé ma carrière en tant qu'enseignant-chercheur, et ensuite je l'ai poursuivi dans la haute fonction publique. Donc ce n'est pas véritablement des métiers qui sont exposés. Et quand j'ai découvert le monde de la télé, le monde médiatique, j'en suis tombé littéralement amoureux. Je me suis dit, voilà, c'est ça ma voie. Et donc aujourd'hui, j'aime ce que je fais. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup d'énarques agrégés d'économie qui finalement deviennent chroniqueurs voilà, mais sur CNews. C'est un métier qui me passionne. Moi, j'ai la passion du débat. J'ai une fibre politique, voilà, le frottement de cervelle, les joutes oratoires, les joutes verbales, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Vous aimez bien ça, ouais. J'adore ça. Voilà, donc j'ai découvert ma voie un peu sur le tard, mais mieux vaut tard que jamais. Et maintenant, je suis très heureux, très épanoui dans ce que je fais. C'est pas toujours très confortable parce que vous savez vous-même que la vie médiatique est souvent voilà fluctuante, évasive. Et bon, c'est pas aussi confortable que d'être un haut fonctionnaire qui voit sa paye tomber tous les mois. Mais je m'éclate par ailleurs différemment et surtout, je suis passionné par ce que je fais, ce qui change tout. Alors, comment se porte à présent l'Institut Apollon, qui est devenu, si je ne me trompe, l'Institut Vivre Français cette année, c'est ça? Voilà. Pourquoi le changement de nom d'abord? Parce que je pense Apollon, que... c'était pas mal, ça vous allait bien, je trouve. C'est-à-dire qu'au départ, le nom était un petit peu conceptuel, parce que j'ai trouvé que Apollon était un dieu grec qui personnifiait finalement assez bien la France, puisque c'était le dieu des arts, le dieu de la lumière, le dieu de la connaissance. Donc, pour moi, c'était le dieu voilà, qui incarnait l'idée de la France qu'on pouvait avoir. De la beauté, quand même. De la beauté, exactement. Et maintenant, si vous voulez, au vu des résultats des dernières présidentielles, au vu de ce qu'est en train de devenir la France... Vivre français, ça veut dire quoi, si vous deviez expliquer ce que c'est? Justement, figurez-vous que le fait d'avoir à l'expliquer est déjà grave. Je sais pas, est-ce qu'on dirait à un Marocain, c'est quoi vivre marocain? Ou c'est quoi, je sais pas, vivre chinois? Non, parce que ce sont des identités en réalité très ancrées, très fortes, très saillantes. Il y a des gens qui ne veulent plus vivre français, selon vous, Jean-Michel? Il y a des gens qui ne vivent déjà plus français. Qu'est-ce que ça veut dire
de marcher dans la rue ou de se présenter à l'école déguisé en bédouin du 8e siècle, par exemple. C'est pas français, ça. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre ici, en France, comme si vous étiez au Maghreb ou en Afrique? Encore une fois, moi, ce n'est pas pour stigmatiser qui que ce soit. Encore une fois, j'ai le plus grand respect pour les cultures africaines, les cultures du Proche et du Moyen-Orient et du Maghreb. Tout ça ne me pose aucun problème. Je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé, je suis quelqu'un qui a résidé à l'étranger énormément d'années. J'ai vécu à Bogota, en Colombie, dans les premières années de mon enfance. J'ai vécu aux Émirats arabes unis, j'ai vécu au Liban, j'ai vécu en Égypte, j'ai vécu aux États-Unis. Donc tout ça ne me pose aucun problème. Je n'ai pas de problème avec les autres cultures. Je suis ni haineux, ni stigmatisant. Je dis juste que la richesse du monde est belle en raison de la richesse de ses nations. Et je ne comprends pas pourquoi nos élites qui sont promptes à chanter les louanges de la diversité à l'intérieur de la France ne chantent jamais la diversité des différences nationales elles-mêmes. La France est une différence nationale parmi des centaines de différences nationales qui peuplent le monde et qui font sa richesse et sa beauté. Pourquoi cette hargne, cette haine à vouloir faire que la France ne soit plus la France? Nous avons une identité millénaire. Pendant des centaines d'années, personne ne s'est posé la question de savoir ce qu'est être français ou ce qu'est vivre français. Et si j'ai choisi de nommer mon institut Vivre français, c'est déjà parce que nous ne vivons plus français comme nous vivions français il y a encore 50 ans. Vivre français, c'est une manière de se comporter, une manière de parler, une manière de penser, une manière de s'habiller. La Baya, une manière de vivre en société. Ça vous a donc plutôt satisfait, la mesure prise par Gabriel Attal? Bien sûr, ça m'a satisfait. Ça m'a satisfait, mais il y a un double problème, si vous voulez. C'est que, d'un côté, on ne peut pas chaque année faire venir des centaines de milliers d'immigrés, dont une portion non négligeable, sinon majoritaire, est musulmane, et s'étonner en aval que les musulmans soient juste des musulmans, en fait. Un musulman est un musulman. Donc s'il a envie de pratiquer le Coran et s'il a envie d'avoir un certain nombre de pratiques liées à l'islam, c'est son droit. Il est musulman, donc on ne peut pas lui en faire le reproche. Donc vous ne pouvez pas, un gouvernement comme le gouvernement de Macron ne peut pas être le gouvernement qui a introduit en France un nombre record d'immigrés et un nombre record de musulmans. Et vous comprenez qu'à l'aune, une fois restituée dans son contexte, l'interdiction de la baya, même si elle va évidemment dans le bon sens, et c'est une décision que je salue, elle est quand même plutôt modeste. Et la deuxième chose pour laquelle je suis un petit peu critique, c'est que le même gouvernement ne peut pas procéder à des nominations au Conseil d'État, à la Cour de cassation, de personnes particulièrement libérales et permissives sur les affaires identitaires, et ensuite venir se mettre dans la nasse de devoir leur déférer les décisions qui vont à l'encontre de cette idéologie. Je prends par exemple l'exemple de Thierry Tuot, qui est président de la section intérieure du Conseil d'État, et dont on connaît l'engagement. Il y a aussi M. Boutron. Quel est-il, cet engagement? Il a un engagement à gauche, très progressiste. M. Boutron, qui a eu, rappelez-vous, c'était le conseiller d'État qui était nommé rapporteur dans l'affaire de l'interdiction des burkinis par le maire de Mandelieu-la-Napoule. Le maire de Mandelieu-la-Napoule prend un arrêté pour interdire les burkinis. Les associations locales est auprès du Conseil d'État pour faire casser la décision. Qui est rapporteur? Monsieur Boutron, qui est secrétaire général des engagés de Laurent Geoffrin. Vous pensez que Boutron, il va être idéologiquement pour l'interdiction du burkini sur la plage? Il ne l'est pas. Et à votre avis, le Conseil d'État a décidé quoi? De casser la décision du maire. Donc, on ne peut pas d'un côté, si vous voulez, nommer des personnalités comme ça à tous les niveaux de notre État de droit, prendre des décisions politiques fermes dont on sait qu'elles seront contestées, devoir les déférer à des institutions qui ont été irriguées par des gens qui sont avec ceux qui les contestent. On est chez les dingues. Vous parliez tout à l'heure de vivre français, justement. Comment faire factuellement pour que les gens qui ne vivent plus français à vous écouter acceptent de nouveau notre culture française? Vous savez, il y a une phrase anglo-saxonne ancestrale,
Love it or leave it. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. La solution passe par l'affirmation de notre identité, partout. Elle passe d'abord par la reconquête sécuritaire de nos territoires perdus. Donc il faut les investir, procéder à des centaines d'arrestations de tous ceux qui polluent et qui pourrissent la vie de ces quartiers par leur trafic, par leur délinquance, par leur criminalité. Tout ça embastillé. Il faut reconquérir, pas reconquérir par les mots, reconquérir sur le terrain, casser les checkpoints, tout ça, ça dégage. Comment on en est arrivé là, d'après vous, Jean Messia? Parce que les pouvoirs publics, d'abord, le regroupement familial a été la mèche qui a enflammé la situation. On est passé d'une immigration de travail, et qui dit immigration de travail dit une immigration majoritairement temporaire. Vous savez, jusqu'aux années 80, les gens qui vous disent « Ah oui, mais il y a eu une immigration massive après 1945 pour la reconstruction », c'est faux. C'était une immigration de travail, donc c'était des personnes qui venaient dans le cadre d'un contrat de travail de 2-3 ans, qui repartaient et on les remplaçait par d'autres. Donc il y avait un turnover de l'immigration, ce n'était pas une immigration qui s'installait. Il y a en réalité qu'un tout petit volant de cette immigration qui s'installait en France et qui devenait française. Vous êtes pour la remigration proposée par Éric Zemmour. Et le problème, si vous voulez, c'est que quand on a décidé du regroupement familial, c'est aussi les grands capitaines d'industrie française qui ont fait pression sur le pouvoir politique parce qu'ils investissaient dans la formation des travailleurs dont ils devaient se débarrasser au bout de 3 ans pour faire revenir des autres qu'ils formaient. Donc ils se sont dit, comme on les a formés, pour qu'ils donnent leur pleine rentabilité, qu'à cela ne tienne, gardons-les et faisons venir leur famille. Donc la logique initiale de cette immigration massive et incontrôlée est avant tout une logique économique. Les grands capitaines d'industrie et le patronat français portent une lourde responsabilité dans la perte de notre identité. Parce qu'évidemment, quand vous arrivez avec vos familles, vous constituez des peuples à l'intérieur du peuple. Surtout dans une époque, à partir des années 80, où l'économie va plus mal, où vous avez un chômage de masse, où les dettes explosent. Comment est-ce que voulez-vous que les gens s'intègrent? On s'intègre d'abord par le travail. Et une fois qu'on s'intègre par le travail, qu'on a notre niveau de vie qui s'améliore et qu'on vit une vie décente, là, on commence à réfléchir à une assimilation. Mais si dès le départ, la société vous fait venir pour ne vous offrir rien, en fait, vous restez ce que vous êtes. Il y a même pas ça crante pas, quoi. Alors, bien sûr, mon propos a l'air général comme ça, je ne nie pas que dans ces immigrations-là, il y a des trajectoires fabuleuses, individuelles, de réussite, d'intégration, d'assimilation, bien sûr. Mais il faut dire ce qui est. Depuis les années 80, l'immigration arabo-afro-musulmane a un bilan sur la France globalement négatif, malgré certains succès. Ce problème des banlieues, ces émeutes, vous pensez que ce sera monnaie courante à l'avenir, selon vous, donc? Je pense que il suffit juste de lire la trajectoire. Regardez les émeutes de 2005 et regardez l'ampleur des émeutes d'il y a un mois et demi. Vous savez, le modèle français était un modèle assimilationniste. Nous ne sommes pas un modèle multiculturel. On a voulu imposer de gré ou de force à la France un modèle multiculturel. Vous allez avoir les multiconflictuels qui vont avec ce modèle. L'État est faible, l'État est tétanisé par l'idéologie victimaire. Vous savez, j'ai l'impression qu'il y a en France ce que j'appelle une hystérèse des totalitarismes du XXe siècle. Un effet de mémoire. C'est-à-dire que, comme les totalitarismes du XXe siècle ont été générés par des États trop puissants et par une volonté politique qui a eu les conséquences désastreuses que l'on connaît, on ne va plus avoir de volonté étatique du tout. Et on ne va plus avoir de volonté politique du tout, parce que le moindre début de commencement de volonté politique dans quoi que ce soit, c'est du fascisme. Ça nous rappelle le nazisme et l'époque soviétique. Voilà par quoi on est gouverné. Donc il faut sortir de là. La France, historiquement, n'a rien à se reprocher. N'a rien à se reprocher. Ce qui est arrivé entre 40 et 44, c'est arrivé parce que la France était occupée et que vous avez un certain nombre d'ordures qui ont pris le pouvoir en France à ce moment-là, à la faveur du fait que la France était à genoux. Jamais les gens qui ont été au pouvoir en France entre 40 et 44 n'auraient même rêvé avoir la moindre once de pouvoir démocratiquement. C'est quelque chose qui est c'est un corps étranger à la France. Vous comprenez? Donc nous n'avons pas, y compris dans le cadre de la construction communautaire, parce que ça, on a voulu aussi nous le faire porter sur le dos, puisqu'on construit le couple franco-allemand, prenez un peu à votre charge les effets de mémoire
finalement, on a aussi été un peu nazis, nous aussi. Donc, comme si partager la mémoire, c'était aussi partager l'avenir. Non, monsieur. Non, monsieur. L'Allemagne porte son fardeau, nous portons ce que nous avons été. Avec le pour et le contre, mais pas ça. Vous parliez tout à l'heure de responsabilité, justement, en parlant de responsabilité. Est-ce qu'Emmanuel Macron est, selon vous, plus responsable que les anciens dirigeants dans ce qui s'est passé, par exemple, dans les banlieues récemment, quand on parle de ces émeutes? Il est plus responsable parce que... Ah, vous dites qu'il l'est? Ah bah bien sûr. Emmanuel Macron n'a pas créé la mécanique infernale qui a conduit à ça. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que non seulement il ne l'a pas arrêté, la réaction du pouvoir politique n'a pas été à la hauteur mais il l'a des enjeux. favorisé. Ce qui s'est passé, les émeutes, contrairement au billevesées que raconte la France insoumise et un certain nombre de gauchistes, c'est pas un phénomène purement social. C'est pas le soulèvement du lumpen prolétariat des cités contre la haute bourgeoisie qui circule en bagnole avec chauffeur. C'est pas ça. Parce que si c'était ça, comment expliquer qu'on brûle une école, qu'on brûle des édifices publics? Ça n'a pas de sens. Si on brûle des écoles, des édifices publics, on a même tenté de brûler un drapeau français en marge de la marche blanche au moment de l'enterrement de Naël. On a même maculé de graffitis infâmes le mémorial de l'Holocauste. C'est quoi le rapport avec la choucroute? Ça n'a pas de rapport avec le social. Ce sont là des marques d'une haine et d'une agression alter-identitaire contre la France et contre ce qui la représente visiblement et physiquement. Cette montée de la violence, ça vous inquiète? Il y a un incrément que personne ne veut voir, un incrément identitaire dans les émeutes qui se sont passées. Et je vous ai donné tout à l'heure l'exemple. Si ça avait été que social, ou si ça avait été seulement face à l'injustice, on se serait enflammé de la même manière pour la mort du petit Fayed. On ne l'a pas fait. On l'a fait pour Naël par solidarité religieuse, par solidarité ethnique et raciale. Donc vous faites un lien entre immigration et violence sur Messia. Comme Gérald Darmanin, oui. Comme Gérald Darmanin. Bah, quand on vous explique la dernière statistique, là, que 63% des vols avec violence dans les transports en commun parisiens sont le fait d'étrangers, hein. Je ne parle même pas de Français d'origine immigrée. Le lien, il est fait. Enfin, ne pas voir le lien aujourd'hui, hein, je ne parle pas d'il y a 40 ans. Aujourd'hui, ne pas voir le lien entre certaines immigrations, je dis bien certaines immigrations, et la délinquance et la criminalité, c'est non seulement être aveugle, mais c'est pratiquer une cécité militante, c'est vouloir rester aveugle. Alors ça vous appartient. C'est intéressant ça justement. Comment vous expliquez, Jean Messia, que ce lien soit si tabou dans le monde politique et médiatique en particulier? Parce qu'on veut pas, on imagine qu'en disant la réalité, on va embraser la situation et l'aggraver. Mais c'est faux. C'est en prenant le taureau par les cornes et en disant les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on aimerait qu'elles soient, qu'on arrive à régler le problème. Vous comprenez? Vous traiterez jamais une fuite massive d'eau dans votre logement qui risque de tout endommager en vous disant non, c'est simplement quelqu'un qui prend une douche, il n'y a rien de grave. C'est pas ça qui va faire arrêter l'eau, si vous voulez. Et vous allez vous réveiller quand alors? Quand l'eau aura atteint vos yeux? Le bon diagnostic est la garantie d'une bonne solution. Or, le diagnostic, par couardise, par incompétence ou parfois par innocence, il n'est pas fait. Envoyer l'armée, par exemple, ça aurait été une bonne solution, d'après vous? Si vous aviez été au pouvoir? S'il le faut, oui. En fait, il ne faut rien s'interdire. Moi, je ne pense pas qu'on en arriverait jusque-là. Mais en tout cas, il faut montrer à tous ceux qui haïssent la France, à tous ceux qui menacent sa sécurité, qui menacent la sécurité de ses habitants, qu'aucune option n'est exclue et que toutes les options sont sur la table. Nous avons des forces de l'ordre qui n'attendent. Les forces de l'ordre, c'est pour le maintenir, l'ordre. Mais c'est aussi pour en recevoir des ordres. Vous comprenez? Ce sont les forces. Et ce sont les forces. Donc il y a l'ordre qu'ils appliquent et qui dépend de l'ordre qu'ils reçoivent. Mais s'ils ne reçoivent pas d'ordre, et si le seul ordre qu'on donne, c'est faites le moins de victimes possible, restez l'arme au pied, prenez-vous des pavés dans la gueule, et si on vous tire dessus au 9 mm, si ce n'est pas identifié, ne ripostez pas, c'est pas comme ça qu'on va reconquérir les quartiers. Vous savez le type d'armes qu'ils ont dans ces quartiers? Vous avez vu le film Bac Nord, que tout le monde a brocardé en disant « Ah, c'est des fantasmes ». Parfois, il est en dessous de la vérité, ce film.
Donc arrêtons l'innocence, arrêtons l'angélisme et arrêtons la couardise. À mon avis, c'est ça qui est le plus difficile. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on prend paradoxalement aussi le risque d'enclencher une guerre civile? Ah bah si on ne fait rien, oui. Vous savez, vous connaissez la fameuse phrase de Churchill, hein. Entre le déshonneur et la guerre, vous avez choisi le déshonneur et vous allez avoir la guerre, hein. Pour l'instant, ça fait 40 ans qu'on choisit le déshonneur, hein. C'est pas pour ça qu'on évitera la guerre, hein. On est déjà en guerre civile, selon vous? Vous direz peut-être On a déjà les prodromes d'une guerre civile. Alors, elle n'est pas, pour l'instant, elle est occultée, elle est bourgeonnante, mais qu'est-ce que ça veut dire un pays où vous avez 120 coups de couteau par jour, en moyenne? Qu'est-ce que c'est un pays? En fait, le problème, si vous voulez, c'est que nous avons des institutions de police et de justice qui ont été taillées pour gérer une société de retraités islandais. Et nous avons aujourd'hui une criminalité qui avoisine les criminalités des pays latino-américains. Donc ça ne peut pas tenir, hein. Le paradoxe se résoudra, et ne peut pas se résoudre de mille manières. C'est soit un renforcement considérable, vous regardez ce qui s'est passé au Nicaragua, soit un renforcement raisonné, raisonnable, mais d'ampleur de nos institutions, à commencer par nos forces de l'ordre et nos forces de sécurité, seules capables de juguler cette trajectoire insécuritaire mortifère dans laquelle la France est engagée depuis quelques années, soit cette trajectoire, personne ne l'arrêtera et elle finira par bouffer le système par une conflagration majeure, hein. Il n'y a pas de solution. Alors justement, vous parliez des forces de l'ordre. Dans ce contexte, vous avez annoncé, Jean Messier, il y a quelques jours, votre intention d'organiser une manifestation à Paris pour soutenir justement ces forces de l'ordre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet événement? Moi, je crois, si vous voulez, le diagnostic que je fais, c'est que les forces de l'ordre aujourd'hui sont les derniers remparts de la France. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont tant attaquées, à la fois par le bas, les racailles haineuses de la France, et par le haut, par tout le système médiatico-politique, lui aussi haineux de la France. Et vous voyez qu'entre les racailles haineuses de la France et le système médiatico-politique haineux de la France, il y a comme une espèce d'alliance ou de collaboration implicite et tacite des haines par le haut et par le bas. Et au beau milieu de ce bordel, vous avez les forces de l'ordre, qui pour l'instant sont seules. Personne ne les soutient. La police, elle n'est pas assez soutenue par le pouvoir politique. Elle n'est pas assez soutenue par le pouvoir politique. Quand vous avez, excusez-moi, lorsque vous avez un policier à Marseille dans une affaire dont aucun élément, pour l'instant, n'a été jugé, et que les magistrats décident d'embastiller préventivement un policier du RAID, je crois, à vérifier, même que ce soit du RAID ou pas, mais un policier, la justice l'embastille préventivement pendant 40 jours. Vous savez qui on embastille préventivement ? On embastille préventivement quelqu'un qui, dans l'attente de son procès, constitue un danger pour la société. On en est là à croire qu'un policier qui, toute sa vie, a servi la France, a servi le peuple français, il peut constituer, dans les 40 jours le séparant de son procès, il peut constituer un danger pour la société? Alors même que ce raisonnement de danger pour la société, qui est pour le coup réel et avéré, on refuse de le voir chez certains délinquants et criminels qui, eux, sont libérés après une petite tape sur la joue ou un rappel à la loi. Qui peut croire que dans de telles conditions, les forces de l'ordre sont soutenues? Pour vous, il faudrait donc, je termine en disant qu'il faut maintenant qu'on descende tous dans la rue. D'abord, pour ne pas laisser la rue à l'extrême gauche, je rappelle quand même à vos spectateurs que le 23, l'extrême gauche a organisé, le 23 septembre, l'extrême gauche a organisé une manifestation contre les violences policières. Donc encore une manifestation anti-française, anti-nationale, anti-force de l'ordre. Mais jusqu'à quand la France va se taire? Jusqu'à quand allons-nous nous taire, hein? Est-ce que notre jour n'est pas venu, nous aussi, de ne pas laisser la rue aux racailles et à l'extrême gauche? Donc, à la fin des années 60, lorsqu'il y a eu la chienlit de 68, le peuple français a été capable de se mobiliser pour montrer son soutien au général de Gaulle. Il y a eu 1 million de manifestants dans la manif de soutien au général de Gaulle contre la chienlit 68arde. Aujourd'hui, la chienlit que la France traverse est autrement plus grave et plus mortelle que la chienlit 68arde. Donc, est-ce que la France va enfin montrer qu'elle est encore là? Est-ce que les Français vont enfin montrer que non seulement ils sont là, mais qu'ils ont à cœur de défendre leur pays? Si la réponse est oui, rendez-vous le 30 septembre, il faut qu'on leur montre que la rue n'est pas à eux.
Vous ne craignez pas justement que la manifestation du 30 septembre soit interdite par la préfecture de police de Paris? Ça serait un acte politique à ce moment-là. Vous ne pensez pas que vous allez déchaîner les Black Blocs aussi, et les autres groupes très violents d'extrême gauche? Alors attendez, donc une manifestation en soutien aux forces de l'ordre constituerait un trouble à l'ordre public, alors qu'une manifestation d'extrême gauche peuplée de gens qui ne rêvent que d'une chose, c'est de tuer du flic, là ça passe crème. C'est autorisé, il n'y a pas de problème d'ordre public. Donc si l'État veut choisir de prendre le parti pour tout ce qui est contre les forces de l'ordre, je vous en prie, interdisez notre manifestation. Dans un tweet, Jean Messia, vous avez expliqué vouloir, je cite, montrer à ses ennemis de la France que nous sommes la France. Vous-même, vous n'utilisez pas un langage qui pourrait être un peu assimilé à un langage de guerre civile quand même. C'est qui les ennemis de la France, finalement? Tous ceux qui crachent sur la France en permanence et sur ses représentants. Comptez Emmanuel Macron parmi Mais vous ses savez, ennemis je vais ou pas? vous dire quelque chose. Tous les gens qui sont dans des habits d'autres cultures et d'autres civilisations, n'est-ce pas là une manifestation de haine contre la France et de francophobie? À quel degré ces gens haïssent la France au point de ne pas vouloir y ressembler? Je ne sais pas, moi quand je suis arrivé en France... Vous avez gommé toutes vos origines Moi je suis d'origine égyptienne. égyptienne. Il ne me serait jamais venu à l'esprit, ni moi, ni mes parents, ni mes grands-parents, de venir dans un pays comme la France et de nous balader en djellaba. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.